chers étudiants, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2019. L'unité de recherche en droit international, juridiction internationale, en partenariat avec notre partenaire, la Konrad Adenauer, la Fondation Konrad Adenauer, a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'hôtel Movenpick. Notre colloque porte sur un thème original, les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique. Je donne tout de suite la parole à Madame la vice-doyenne, Madame Asma Rachem. Madame Asma, c'est à vous la parole. Merci Heger. Excellences, chers professeurs, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs. La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis est honorée d'organiser ce colloque international portant sur les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique. Je salue à cet effet l'unité de recherche en droit international, juridiction internationale et droit constitutionnel comparé pour ce choix. Je remercie particulièrement Madame Heger Gerdish, Madame la professeure Heger Gerdish, qui s'est chargée, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, de faire toutes les démarches nécessaires afin de nous réunir aujourd'hui pour traiter de cette question. La faculté a eu l'honneur cette année de faire démarrer un master de recherche sur le droit et la politique en Afrique. C'est le 15e master que compte la faculté. Il est ouvert aux étudiants venus de toute l'Afrique et il a été récemment inauguré par une conférence donnée par l'ambassadeur Ahmed Onaïs sur le panafricanisme. La faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis compte 3500 étudiants et de plus en plus d'étudiants africains, non seulement au niveau du master relatif au droit africain, mais aussi au niveau du master relatif à la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, où beaucoup de nos étudiants africains affichent un intérêt particulier pour la lutte contre la corruption dans leurs pays respectifs. Je profite de cette occasion pour dire que la faculté est toujours ouverte pour accueillir tous les étudiants africains et de tous les continents. Nous sommes effectivement en train de signer des conventions, notamment avec l'Université d'Aix-Marseille, pour mettre en place une stratégie d'échange d'étudiants, et ce, afin de leur ouvrir respectivement de nouvelles perspectives. Je voudrais enfin renouveler mes remerciements à Madame la professeure Heger Gerdish pour son sérieux et lui dire combien sa camarade de classe que je suis est fière d'elle et du parcours qu'elle a fait depuis les bancs de la faculté. Je voudrais remercier aussi mon professeur Rafa Ben Achour, pour qui j'ai la plus haute considération et que je rencontre toujours avec autant de plaisir. Je voudrais le remercier pour son idée d'organiser ce colloque et pour son investissement en sa faveur. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je déclare ouvert ce colloque. Je vous remercie. Monsieur le professeur Rafa Ben Achour. Madame la vice-doyenne, cher professeur Asma Rachem, Monsieur Holger Dix, représentant de la Konrad Adenauer Stiftung, Son Excellence Monsieur Karim Ben Beshr, directeur général Afrique au ministère des Affaires étrangères, Honorable Rimed Derwish, procureur général directeur des services judiciaires, Son Excellence Madame Naïma Nagm,
conseillère juridique de l'Union africaine, honorable Sylvain Auré, président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, monsieur Maurice Kagma, secrétaire de la Cour internationale de justice et professeur à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Excellences, chers invités, chers étudiants, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole au début de ce colloque que nous consacrons aux juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique. Et l'organisation de ce colloque se trouve placée au milieu de deux grands événements relatifs toujours à l'Afrique, qui sont le lancement du master sur l'Union africaine au sein de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Carthage, et d'autre part, le lancement de notre ouvrage « Intégration et régionalisme en Afrique ». C'est notre deuxième grand colloque que nous consacrons à une question africaine, et cela, évidemment, est la démonstration de l'intérêt croissant que nous accordons aux questions africaines depuis quelque temps, et cela aussi s'intègre dans le cadre de nouvelles directions de la politique étrangère de la Tunisie vers une plus grande ouverture sur les pays africains, attestée notamment par l'adhésion de notre pays au COMESA. Comme vous le savez, en Afrique, il y a un certain nombre de juridictions que nous avons qualifiées de régionales et sous-régionales, dans la mesure où il y a des juridictions qui ont une dimension continentale et couvrent l'ensemble du continent africain. À tout seigneur, tout honneur, je commencerai par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, représentée ici par son président, l'honorable Sylvain Auré, et par moi-même en tant que juge au sein de cette juridiction. Cette juridiction qui existe depuis sa création d'abord par le protocole de Ouagadougou en 1998 et qui a commencé à fonctionner effectivement en 2006, a atteint plus ou moins, disons, sa vitesse de croisière, même si nous espérons que cette vitesse de croisière soit accrue. Et elle a déjà une production jurisprudentielle assez importante, qui est souvent mal connue, mais c'est une occasion pour que, précisément, cette jurisprudence soit connue. Au niveau continental, toujours, il y a une autre juridiction qui est encore à l'état de projet, dans la mesure où ces instruments juridiques ont été adoptés, mais ils ne sont toujours pas en vigueur, et on aura l'occasion d'en parler. C'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples, qui n'a pas encore vu le jour, dans la mesure où ces instruments n'ont pas été ratifiés. Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'au niveau du continent africain, il y a aussi des juridictions sous-régionales. Comme vous le savez, l'Union africaine, c'est l'une de ses caractéristiques, comprend un certain nombre de communautés économiques régionales, ce qu'on appelle les CERS. Et généralement, chacune de ces communautés est dotée de sa propre juridiction. Que cette juridiction soit une juridiction confinée dans le rôle des différends entre les États membres et la communauté, ou que cette juridiction est une compétence beaucoup plus large qui peut aussi embrasser des questions de droits de l'homme. Évidemment, comme vous le savez, le foisonnement des juridictions
pose toujours un problème au niveau de l'unité de la jurisprudence, dans la mesure où il n'y a pas une juridiction qui coiffe l'ensemble de ces juridictions, de la même manière au niveau universel que devant le foisonnement d'un certain nombre de juridictions internationales, on ne trouve pas aussi une juridiction qui coiffe l'ensemble du système. Mais malgré tout, la dynamique juridictionnelle partout converge toujours vers le même chemin. Et il est très rare qu'on trouve vraiment des discordances de jurisprudence pour l'interprétation et l'application des mêmes instruments internationaux. Voilà donc posé le cadre de ce colloque. Comme vous le savez, ce colloque sera assez dense dans la mesure où nous consacrons 2 journées, la journée d'aujourd'hui, jeudi, et celle de demain, et nous aurons 4 sessions au niveau de ce colloque. Nous avons une quinzaine d'invités étrangers que je remercie. Certains sont venus de très loin, certains ont dû faire des voyages extrêmement longs, extrêmement fatigants, mais évidemment cela sera compensé par la grande qualité des communications qui seront faites ici. Comme toujours, bien évidemment, ce colloque donnera lieu à une publication scientifique où nous consignerons l'ensemble des communications qui auront été présentées dans le cadre de ce colloque. Le mot de la fin, bien évidemment, je l'adresserai à la Konrad Adenauer Stiftung et à son représentant ici, M. Holger Dix, parce que depuis un certain nombre d'années, l'unité de recherche que j'ai eu l'honneur de créer et dont la direction effective aujourd'hui est assurée par ma collègue et amie Heger Geldish, nous avons établi un partenariat, non pas une coopération, mais un partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung. Et nous avons organisé plusieurs manifestations scientifiques grâce à ce partenariat. Et nous avons trouvé auprès des représentants de cette fondation allemande toute la compréhension et toute l'aide nécessaire pour organiser de telles manifestations qui, dans le cadre strict de l'université et de l'unité de recherche, sont beaucoup plus difficiles à organiser compte tenu des règles bureaucratiques et des règles financières et comptables. Donc, je voudrais ici remercier infiniment M. Holger Dix d'abord, son premier collaborateur qui s'occupe du suivi de nos affaires, M. Hatem Gafsi, pour leur aide et pour leur compréhension et pour précisément la célérité dont ils font part lorsqu'il s'agit de résoudre un certain nombre de questions, un certain nombre de difficultés de dernière minute. Donc, je voudrais souhaiter à tous nos invités étrangers un agréable séjour en Tunisie, qui aujourd'hui vit son premier jour sous la présidence de son nouveau président de la République, après une belle cérémonie républicaine, ou 2 cérémonies républicaines qui ont été organisées hier avec la prestation de serment du nouveau président de la République, qui appartient à notre faculté, je voudrais le signaler. Donc, la première à l'Assemblée des représentants du peuple, la deuxième à la présidence de la République, et tout le monde, indépendamment des appartenances politiques et des choix idéologiques, tout le monde, sans aucun doute, était fier de voir tout cela. C'est une consécration de la démocratie et de l'état de droit sur lesquels veillent les juridictions régionales et sous-régionales en Afrique. Je vous remercie infiniment. Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités,
Au nom de la Fondation Konrad Adenauer, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque international sur les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique, qui, comme vous le savez, se déroulera jusqu'à demain ici à Tunis. Je voulais, pendant mon discours, profiter pour faire un peu la publicité pour la Fondation Konrad Adenauer, mais je constate que je ne peux pas le faire mieux que le professeur Ben Achour. Merci pour le gentil mot. Merci beaucoup. Pour nous, à la Fondation Konrad Adenauer, c'est toujours quelque chose de très symbolique de se retrouver ici dans un pays qui a donné son nom d'origine à Africa. Je ne sais pas si vous êtes conscient, souvent je constate que les Africains eux-mêmes ne savent pas que c'est la Tunisie qui a donné le nom Africa. Ça a été développé ici. Pour nous les Européens, la Tunisie c'est un peu comme quand même une porte d'entrée en Afrique. Et en effet, vous êtes certainement conscient qu'ici on trouve le point le plus nordique de l'Afrique, qui en plus s'appelle Cap Angela. Moi, je représente la Fondation Konrad Adenauer. Le nom Angela est très important pour nous. C'est le nom de notre chancelière allemande Angela Merkel, qui est aussi membre de notre présidium donc de la Fondation Konrad Adenauer. Mesdames et messieurs, chez nous à la Konrad Adenauer Stiftung, garantir l'état de droit et des mesures de protection juridique est l'un des principes fondamentaux dans les débats sur le développement et la politique étrangère, d'autant plus qu'un système juridique efficace qui satisfait au principe de l'état de droit est un préalable fondamental à tout système démocratique. Dans son action internationale, la Konrad Adenauer Stiftung est également guidée par la création d'un ordre international de paix, de liberté, de démocratie et de justice. C'est pourquoi, en dehors de tout ce qu'on fait depuis les années 60 dans notre coopération internationale, depuis 1990, la Fondation a complété ses projets avec des programmes transnationaux ayant pour but la promotion de l'état de droit, intitulé le programme pour l'état de droit. Vous avez déjà fait la connaissance de mes collègues qui dirigent ces programmes régionaux. Vous allez les trouver à Bogota, à Singapour, Nairobi, Bucarest et Beyrouth. Ces programmes régionaux travaillent toujours en étroite collaboration avec donc, les bureaux nationaux. Et je peux vous annoncer, parce que ça peut être intéressant pour vous, que la Fondation a aussi prévu d'ouvrir un bureau à Dakar, un programme pour promouvoir l'état de droit pour les pays africains francophones. La Konrad Adenauer Stiftung offre des services de conseil et des programmes de formation sur des sujets juridiques précis, mais ne cherche en aucun cas à mettre en œuvre des concepts juridiques allemands inadaptés à la culture juridique du pays bénéficiaire concerné. Nos organisations partenaires, comme l'unité de recherche, les partenaires locaux, agissent en tant que, j'allais dire, interprètes interculturels qui peuvent indiquer exactement quel soutien est réellement nécessaire, quels sujets sont vraiment pertinents et comment les aborder au mieux. Cette approche axée sur le besoin et le dialogue a fait ses preuves depuis de nombreuses années et a suscité la confiance des décideurs et des institutions locales. Ici, en Tunisie, c'est avec l'unité de recherche de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis que nous essayons depuis quelque temps d'aborder l'axe du droit et de politique de l'Union africaine au sein de laquelle M. Ben Achour et Mme Gildish siègent et représentent la Tunisie. L'objectif est d'approfondir les connaissances et de renforcer les liens, d'abord entre les Africains eux-mêmes, car il paraît qu'il y a un manque, que ce soit sur le plan juridique, social, politique et même culturel. Ensuite, entre les deux continents africains et européens. C'est dans ce cadre que nous avons organisé, et M. Ben Achour vient de le mentionner, en 2018, donc l'année dernière, une colloque internationale sur l'intégration et le régionalisme africain pour essayer de répondre à une question clé, où en est l'Union africaine aujourd'hui? Et dont le fruit est la publication que vous avez peut-être déjà en main et qui va être donc présentée par le professeur Ben Achour et Madame professeur Gildish durant l'après-midi demain, si je ne me trompe pas.
C'est durant ce colloque que la création d'un master nommé Droit et politique de l'Union africaine a été aussi annoncée pour la première fois. Donc vous voyez, notre coopération, M. Benachour, je suis très fier, c'est une coopération avec une planification de long terme. On fait étape par étape. Et aujourd'hui, vous, ensemble, vous allez voir un peu les résultats et les fruits de cette coopération. Félicitations, chers amis. Félicitations encore à la faculté. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. La parole est au représentant de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Karim Ben Béchir, directeur général Afrique au ministère. Monsieur Karim, je vous en prie. Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue à nos invités à ce colloque. Merci, cher professeur. Madame la vice-doyenne, Madame Asma Hachem, vice-doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Cher professeur, Son Excellence Rafa Benachour, professeur émérite, et notre représentant, notre juge à la Cour africaine des droits de l'homme, il est en sa qualité personnelle, juge à la Cour africaine des droits de l'homme, Monsieur Holger Dix, représentant résident de la Konrad Adenauer Stiftung, Monsieur Ahmed Delouiche, procureur général, directeur des services judiciaires au ministère de la Justice, Excellence Madame Namira Nagm, conseillère juridique de l'Union africaine, honorable Sylvain Auré, président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Monsieur Maurice Kamga, secrétaire de la Cour internationale de justice de La Haye, pays où j'ai eu l'honneur de servir et dont cette honorable institution m'est très chère. Mesdames et messieurs, je suis vraiment très orgueilleux de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour représenter le ministère des Affaires étrangères en tant que directeur général pour l'Afrique à ce colloque précisément qui s'occupe de discuter des thèmes sur les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique, organisé par la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Je voudrais particulièrement remercier les organisateurs de ce colloque, les dynamiques organisateurs de ce colloque, à leur tête le professeur Rafa Benachour pour cette louable initiative qui s'insère dans le cadre de l'initiative lancée par notre ami la professeure Heger Geldish portant création du master de recherche en droit et politique de l'Union africaine et de les féliciter pour le choix d'un thème d'actualité qui s'inscrit dans le cadre des priorités de notre politique étrangère. C'est vraiment quelque chose qui nous manquait en tant que Tunisiens, en tant qu'Africains, d'avoir ce master à la faculté de droit de Tunis. Donc, comme je le disais, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre des priorités de notre politique étrangère. Et je voudrais réitérer mes salutations à Madame Heger Geldish, qui est par ailleurs membre élu et rapporteur général de la Commission de l'Union africaine pour le droit international, pour son engagement en faveur de l'intégration africaine et véritablement pour la promotion du respect des principes et des règles du droit international en Afrique. Mesdames et messieurs, la Tunisie est fermement attachée aux objectifs et principes énoncés par l'acte constitutif de l'Union africaine, la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance et l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui aspire en particulier à un continent où existe une culture universelle de bonne gouvernance, de valeurs démocratiques, d'égalité de genre et de respect des droits de l'homme, de justice et d'état de droit. Tous ces principes sont fermement ancrés dans la Tunisie que nous connaissons depuis 2011 et qui vise à instaurer les fondements d'une véritable démocratie qui consacre la primauté du droit. À cet égard, la Tunisie s'est attelée à collaborer de manière étroite avec les juridictions internationales et régionales, à l'instar de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et à adhérer au système juridique africain. Cette collaboration s'est notamment manifestée à travers l'élection du professeur Rafa Benachour en tant que juge
à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en 2014, l'intégration de la Tunisie à plusieurs mécanismes internationaux des droits de l'homme, y compris ceux permettant aux individus et aux organisations non gouvernementales de pouvoir déposer des plaintes contre leurs États, comme en témoigne la signature en avril 2017 par la Tunisie de la déclaration de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour recevoir des plaintes de personnes, de citoyens, mais également d'ONG. Peu de pays africains membres de la Cour l'ont fait jusqu'à présent. La Tunisie est orgueilleuse de l'avoir fait, ainsi que l'organisation à Tunis, faut-il le rappeler, de la 51e session ordinaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au mois de novembre 2018. Par ailleurs, nous nous félicitons de l'adhésion de la Tunisie à la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, suite à son adoption par l'Assemblée des représentants du peuple au mois de juillet 2019 et dont le processus de ratification est en cours. Mesdames et messieurs, parallèlement aux actions précédemment citées, notre pays, membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine, s'est attelé à consolider l'intégration africaine conformément aux objectifs énoncés dans l'acte constitutif de l'Union africaine, et ceux de l'agenda 2063 pour l'émergence d'un continent prospère et solidaire. Il a en outre adhéré aux différents mécanismes, groupements régionaux et initiatives susceptibles de favoriser la concrétisation de tels objectifs. Dans ce cadre, la Tunisie, qui a toujours encouragé la constitution de groupements régionaux catalyseurs de cette approche, devant aboutir à terme à une intégration totale, est devenue en juillet 2018, comme l'a rappelé le professeur Benachour, à Lusaka, membre à part entière du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, un marché qui regroupe désormais 21 pays et qui compte plus de 520 millions d'habitants avec un produit intérieur d'environ 755 milliards de dollars. Elle a également œuvré et réussi à obtenir le 4 juin 2017 le statut de membre observateur au sein de la CEDEAO, qui est la communauté économique pour l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 15 États et qui est classée parmi les 20 plus importantes économies au monde, avec un PIB de plus de 630 milliards de dollars. Dans sa quête de consolider l'intégration africaine et de la favoriser, la Tunisie s'est engagée depuis son lancement dans le processus de l'établissement de la zone économique de libre-échange continentale qui est considérée comme la zone de libre-échange la plus vaste du monde, avec à terme plus de 2 milliards d'individus. Et elle a donc, depuis le lancement de cette zone de libre-échange en 2012 à Addis Abeba et lors du sommet de Johannesburg en 2015, elle a participé régulièrement et activement à différentes réunions de négociations organisées à cet effet et fut le 21 mars 2018 parmi les premiers pays à signer à Kigali, au Rwanda, l'accord portant création de cette zone destinée à renforcer la compétitivité des marchés et des produits africains, à réduire la dépendance des pays du continent à l'égard des exportations des produits de base pour une croissance inclusive et un développement durable, à accroître également de 50% les échanges commerciaux entre les pays africains d'ici 2022 et à créer un marché des biens et des services plus libre et plus intégré. Comme vous le savez, à ce jour, la quasi-totalité des pays africains ont signé cet accord. Il reste quelques pays, bien sûr, qui n'ont pas encore ratifié. Mais la signature, l'adhésion massive des pays africains à cette zone de libre-échange qui est véritablement le rêve des pères fondateurs de l'Union africaine a été témoigne de la volonté des pays africains d'aller de l'avant sur la voie de l'intégration et de la complémentarité. Mesdames et messieurs, en conclusion, je vous souhaite bien sûr le plein succès à vos travaux, à ce colloque. J'espère que les résultats de ce colloque vont contribuer à imprimer une véritable cohérence à l'architecture juridique africaine, et comme cela a été signalé par le professeur Benachour,
ou la profusion peut-être entre les communautés économiques régionales, au nombre de 8, des cours de justice de ces communautés économiques régionales, la présence bien sûr du cadre juridique de l'Union africaine. J'espère que les travaux de ce colloque vont contribuer à imprimer une plus grande cohérence à cette architecture juridique et qui sera, bien sûr, une étape supplémentaire pour promouvoir l'intégration africaine au profit des peuples d'un continent plein de promesses et regorgeant de potentialités. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci beaucoup. Merci, Excellence. La parole maintenant est au représentant de Monsieur le ministre de la Justice, l'honorable Ahmed Derwish, procureur général, directeur général des affaires judiciaires. Tfadel, c'est Ahmed. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers étudiantes et étudiants, j'interviens au milieu de votre auguste présence au nom de Monsieur le ministre de la Justice qui m'a honoré de la charge de représenter le ministère dans cette séance d'ouverture du colloque international d'envergure, véritable événement sur les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique. C'est une fierté pour la Tunisie d'être la terre d'accueil de cette rencontre. Une fierté car cette activité vient d'abord traduire l'ancrage de notre pays dans son appartenance africaine. Cet ancrage africain est, rappelons-le, de haute valeur, puisant sa force dans des assises constitutionnelles représentées par l'affirmation dans le préambule de la Constitution du 27 janvier 2014 que parmi les objectifs essentiels du peuple tunisien figure l'objectif de la complémentarité avec le peuple africain. Une fierté aussi de voir les efforts de notre pays pour développer son ancrage africain s'auréoler par une ouverture sur le monde universitaire et sur les cercles de la recherche académique. En effet, longtemps, l'intérêt pour l'Afrique s'est cantonné dans les arcanes des circuits diplomatiques en vue d'apaiser et développer les relations bilatérales dans leurs diverses dimensions politiques ou d'échanges économiques et humains. Force est de constater que ces grands efforts diplomatiques et économiques ne se sont pas, malheureusement, accompagnés, du moins dans notre pays, de profondes et permanentes recherches académiques. Le volet de la réflexion universitaire approfondie sur les aspects juridiques de l'intégration africaine reste donc un champ presque en friche. Ce colloque vient donc inaugurer une étape nouvelle dans l'intérêt porté pour les relations africaines. Une étape dans laquelle le travail et la réflexion académique viennent appuyer les efforts politiques, lesquels réciproquement pourront puiser dans la solide production universitaire de copieuses et précieuses études, critiques et recommandations. Mesdames et Messieurs, l'accessibilité au droit et à la justice sont des problèmes lancinants de nos sociétés modernes. Cette accessibilité est même un enjeu majeur de l'état de droit. À quoi servirait, en effet, une énorme production normative et de multiples instances judiciaires si le citoyen, le justiciable, ne trouve pas facilement à sa disposition les balises, les aiguillages nécessaires pour le mener au bon chemin pour faire valoir ses droits.
c'est depuis des années que nous nous attelons à ce problème dans notre justice. De grands efforts ont été y sont déployés et de multiples projets ont été y sont montés, comme au niveau de la vulgarisation et la large diffusion des droits, la simplification des procédures, la numérisation de la justice ou l'octroi de l'aide juridictionnelle. Vous avez certes remarqué qu'en parlant de notre justice, j'étais quelque peu imprécis. J'aurais dû spécifier que j'ai visé notre justice interne. Mais nous avons aussi une autre justice qui est aussi la nôtre, la justice de notre Union africaine. C'est une justice jeune, en chantier même, aux compétences spécifiques, mais à l'avenir très promoteur. Votre colloque vient à point nommé pour lancer en Tunisie le chantier du débat et de la recherche sur les juridictions internationales, régionales et sous-régionales en Afrique. Notre pays, qui se veut un acteur actif du système juridique et judiciaire africain, qui a l'honneur d'être représenté dans la composition de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ambitionne d'intégrer les démarches judiciaires des juridictions africaines comme facteur clé de la consolidation de l'état de droit. C'est notre objectif. Nous devons, ministère de la Justice et université, conjuguer nos efforts pour le réaliser. Deux volets méritent, à notre regard, une particulière attention. D'une part, il est primordial de diffuser aux plus larges dimensions, auprès des pouvoirs publics, des acteurs du droit et de la justice, bref, auprès de tous les renseignements relatifs aux instances judiciaires de l'Union africaine. Car, avouons-le, seuls quelques initiés ont connaissance de ce système. Qui des citoyens lambda a entendu parler de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples alors qu'elle a précisément pour mission de défendre ses droits? D'autre part, un intérêt particulier doit être porté aux relations et interactions entre la justice interne et la justice de l'Union africaine, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Un grand travail nous attend pour éclairer les juges tunisiens sur le rôle de cette Cour et surtout sa jurisprudence. La production jurisprudentielle de la Cour africaine devra être à la portée, sue et suivie par tout juge tunisien. C'est un vecteur et un levier essentiel pour le développement de la jurisprudence tunisienne et son harmonisation avec les conventions ratifiées par notre pays à l'échelle africaine. C'est aussi dans cette même veine que je vous exprime ma profonde satisfaction du lancement du master de recherche en droit politique de l'Union africaine, une initiative qui va offrir une formation de haut niveau pour les futurs acteurs du droit et de la justice et assurer une réflexion permanente et soutenue sur le droit de l'Union africaine. Mais c'est surtout une garantie de la diffusion et de l'affermissement auprès des étudiants, futurs décideurs et élites de notre société, d'une profonde croyance et une solide confiance dans les valeurs de l'Union africaine. Tous mes souhaits de succès et au colloque et au master, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, honorable juge Ahmed Derwish. La parole est maintenant à son Excellence Madame Namira Najm, conseillère juridique de l'Union africaine. تفضل أستاذ. Monsieur le Président de la Cour africaine, Monsieur le juge, Monsieur le secrétaire de la Cour internationale de justice,
ambassadeur et cher ami Mr. Ben Beshr, Monsieur Imad Darwish, Mesdames et Messieurs, et bien sûr, Monsieur le représentant de la Konrad Adenauer Stiftung, tout protocole observé. Sabah al-Khair. At the outset, I want to express my appreciation to the University of Carthage, especially Professor La traduction est disponible pour ceux qui ne... Je parle un peu en anglais et un peu en français. Thank you. At the outset, I want to express my appreciation to the University of Carthage, especially Professor Hajar Guldic, for inviting me to address you at this important juncture of AU law. Moreover, I want to congratulate and encourage the University of Carthage in the presence of Madame la Vice-Doyenne for the endeavors to confirm, through real work, its commitment to Agenda 2063, the Africa we want. Mesdames et Messieurs, les solutions africaines aux problèmes africains commencent ici avec l'éducation. Ce n'est pas un slogan creux, mais aujourd'hui, nous en faisons une réalité. Depuis la création de l'Organisation de l'Unité africaine et après la création de l'Union africaine, nos États adoptent différents instruments juridiques, bien que de profil et contenu variés. Ces instruments juridiques constituent un ensemble cohérent de règles, désormais bien connues sous le nom de droit de l'Union africaine. Notre organisation a adopté des conventions, des règles et des décisions qui régissent de nombreuses voies de notre vie visant à notre intégrité régionale. Aussi, il a mis en place des mécanismes pour vérifier et contrôler le respect, l'application. Ainsi, l'acte constitutif de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2000 et entré en vigueur le 26 mai 2001, a prévu, en son article 18, la création d'une Cour de justice de l'Union. Le statut de cette Cour est entré en vigueur le 1er février 2009, mais elle n'a jamais été physiquement établie. De plus, elle a été fusionnée avec la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple dans un protocole adopté en 2008, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. Pour l'instant, nous avons la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et dans ce contexte, il ne faut pas oublier aussi des mécanismes comme la commission de Banjul ou le comité d'experts pour le droit des enfants. Ladies and gentlemen, this picture would be incomplete if we forgot to mention the regional courts developed within the regional economic communities, RECs, as real pillars, or as we say, building blocks of the African Union. The existence of this impressive number of regional jurisdictions on the same continent can raise many questions, which will certainly find answers in the various interventions proposed to us in the program of this conference. At the institutional level, the debate is focused on complementarity versus competition. On a substantial level, a doctrinal concern is raised regarding the fragmentation of international law or its unity in interpretation. Is this concern well-founded in relation to African international law? The answer to the question is a possible yes. There are no guarantees that decisions adopted by regional courts
will always be complementing decisions by continental courts, like the African Court for Human and People's Rights. This is where we will all benefit from conferences and symposiums like this one by bringing academics and practitioners together to discuss the work of these courts and draw lessons learned. This will assist us in avoiding conflicts of jurisdiction and will pave the way to an in-depth analysis of the law of the African Union, as well as the RECs, while assisting the African leaders in their decision-making process. The fact that this effort will not stop at the conference, but will extend to a full master's program is equally enticing, intriguing, and encouraging to all of us in the continent. It assures us that we are on the right track to build a well-educated generation in order to reach the Africa we want. I thank you. Merci, Madame la conseillère juridique. C'est pour moi maintenant un grand plaisir de donner la parole à mon président, le président Sylvain Auré, président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, grâce à un heureux hasard des calendriers, se trouve à Tunis presque une année après la 51e session de la Cour tenue ici même à Tunis. Monsieur le Président, vous avez la parole. J'ai vu mon voisin de droite, Maurice Kamga, qui était en train de se débattre avec le protocole. Lorsque chaque personne passe, il essaie de réviser le protocole pour savoir quel nom, quelle position mettre sur son protocole. Moi, je vais utiliser la formule simple du procureur général qui dit « Excellences, Mesdames et Messieurs, étudiantes et étudiants ». Tout protocole observé. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 65e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue il y a seulement quelques jours à Banjul, en Gambie, j'avais axé mes propos sur la justice comme mécanisme de réalisation de la paix et du développement. La question ne se pose donc plus en termes de l'importance pour les organisations d'intégration régionale et des institutions assignées à l'administration de la justice comme moyen de mise en œuvre des objectifs communautaires. Ce qui n'a pas toujours ou suffisamment fait l'objet d'un questionnement utile, c'est bien le dilemme entre les contraintes ou faiblesses des mécanismes régionaux de justice et l'impact qu'ils peuvent générer dans l'accomplissement de la mission qui leur est assignée. C'est cette problématique qui justifie que l'on doive féliciter les organisateurs du présent colloque pour l'opportunité qu'ils nous offrent d'y revenir avec des personnes ressources d'horizons aussi divers et de notoriété aussi incontestée. Avant de partager avec vous quelques idées sur ces paradigmes, je voudrais remercier les professeurs Benachou et Geldish pour avoir bien voulu associer la Cour africaine à cette grande messe de la justice régionale en Afrique. J'aimerais également leur adresser mes félicitations les plus vives avant même la cérémonie de lancement qui est prévue demain après-midi de cette initiative ingénieuse de l'institution donc du Master de recherche en droit et politique de l'Union africaine. Il fallait y penser et ils l'ont réalisé. Chers collègues, cette démarche, notamment ce colloque sous la bannière de l'Université de Tunis-Carthage, n'est que la confirmation de votre conviction
que les universités africaines doivent davantage compter dans la formulation de solutions au service du développement de notre société et de notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, lorsqu'on débat des juridictions régionales en Afrique, il apparaît très vite que la portion principale revient aux juridictions des droits de l'homme, qui semblent bien être à la fois les plus nombreuses, les plus actives et les plus en vue. On y pense généralement d'abord en termes de duplication. On note qu'au moins 5 institutions sont les plus actives, que sont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour de justice de la CEDEAO, celle de l'Afrique de l'Est et le défunt tribunal de la SADC, dont la version renouvelée reste encore à expérimenter. Cette multiplicité d'institutions pose des problèmes, allant du chevauchement des compétences principalement matérielles, mais aussi liées à la multiple reconnaissance de juridictions par les États membres de plusieurs organisations régionales. Les décisions rendues par la Commission africaine, la Cour africaine et la Cour de justice de la CEDEAO ont déjà fourni des illustrations de la réalité de cette duplication. Cette situation peut s'accentuer si l'on considère les implications de réformes récentes telles que la création de ce que j'appelle la Grande Cour africaine, telle qu'indiquée par la conseillère juridique, est donc prévue pour inclure 3 sections. La section des affaires générales, la section des droits de l'homme et la section des affaires pénales. D'un point de vue politique, on ne peut pas être satisfait d'une part de la timide adhésion des États et d'autre part de l'absence de stratégie quant au financement de la justice continentale en Afrique. L'exemple le plus illustratif est sans doute la très insignifiante adhésion de seulement 9 sur les 55 États membres de l'Union africaine acceptant la juridiction de la Cour africaine. Enfin, au plan de l'exécution des décisions des juges régionaux, en tout cas ceux des droits de l'homme en Afrique, l'état des lieux est plutôt bien mitigé. Entre la tendance à la résistance et au refus d'exécution, largement fondée heureusement sur une compréhension inexacte des obligations internationales des États, et une autre tendance à l'exécution plus facile des décisions de nature pécuniaire ou encore des exécutions circonstancielles, les juridictions continentales ou sous-régionales font face à des situations aussi bien diverses que contextualisées. Il semble demeurer un mouvement transversal par lequel les affaires influencées par des facteurs politiques peuvent poser davantage de difficultés que l'exécution des décisions relatives à des affaires que l'on pourrait traiter d'ordinaire, parce que sans enjeu politique. En ce qui concerne la Cour africaine en particulier, on peut citer sous ce chapitre le refus de la Tanzanie d'exécuter les ordonnances de mesures provisoires dans les affaires relatives à la peine de mort, au motif que cette sentence est légale en droit international et qu'il s'agit d'une contestation de l'autorité des plus hautes juridictions nationales qui ont confirmé l'imposition de la dite peine. En revanche, on note que la Côte d'Ivoire a expressément motivé l'amendement de la loi portant composition de la commission électorale comme justifié par l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire APDH. Mesdames et messieurs, le postulat que j'avance est que cet état des défis et contraintes des juridictions régionales ne devrait pas annihiler le potentiel que portent les opportunités des systèmes de justice internationale en Afrique. D'abord, le fait de l'existence de juridictions régionales des droits de l'homme en Afrique est en lui-même une grande avancée, vu le contexte notamment politique de la création de ces institutions.
tant on n'a pas pu s'imaginer que les États africains aient consenti, la plupart avant les années 2000, à créer des institutions devant juger les États, tant on peut considérer comme une avancée sérieuse le fait que les États financent les dites juridictions et continuent tout de même à coopérer avec elles. À titre illustratif, les juridictions les plus en vue sur le continent reçoivent des organisations régionales, plus de 15 millions de dollars de budget annuel pour certains, principalement tirés des contributions des États. L'élection régulière de juges devant siéger dans les deux juridictions doit également être reconnue comme un engagement continu des États à leur projet commun de justice régionale. Les opportunités s'élargissent également à l'influence des institutions juridictionnelles régionales en Afrique. Leur impact est, il est vrai, fortement limité, notamment par les contraintes de reconnaissance de juridiction ou alors simplement par la limite géographique des communautés régionales qui les accueillent. Pour preuve, la Cour africaine ne peut déployer donc sa compétence de protection que sur les violations perpétrées dans seulement 9 des États du continent, alors que la Cour de justice de la CEDEAO est textuellement limitée dans sa compétence qu'elle ne peut exercer que les 15 États membres de cette communauté. Cette limitation juridictionnelle d'inclination principale matérielle et personnelle est largement compensée par l'impact qualitatif de l'œuvre des juridictions concernées. La nature transversale ou commune des questions portées devant elles font des décisions rendues par les cours régionales, des décisions de principe à portée systémique. On pense bien entendu à l'applicabilité aux nombreuses législations africaines, toujours criminalisantes, des décisions de la Cour africaine relatives à la liberté d'expression dans les affaires Norbert Zongo et Loé Issa Konaté, toutes deux contre le Burkina Faso, ou encore à de nombreux États du continent encore dominés par les inégalités de genre, de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Association pour la protection des droits des femmes portant sur le code de la famille du Mali. Par ailleurs, le cloisonnement traditionnel aux droits de l'homme de l'exercice de compétences des juridictions africaines, régionales, a largement été dépassé par l'émergence de ce que je désignerais comme une explosion de compétences par des conventions de type plutôt hybride. La jurisprudence, à cet égard, impacte désormais de plus en plus les questions aussi critiques que l'état de droit, la démocratie, la gouvernance ou tout simplement le développement humain. Ainsi, lorsque dans l'affaire CDP contre Burkina Faso, la Cour de justice de la CEDEAO conclut que le fait d'exclure des élections des membres d'un parti politique au seul motif qu'ils ont participé à une tentative de révision de la Constitution viole la participation politique, c'est la démocratie qui est évoquée. Il en est de même pour l'arrêt évoqué si haut de la Cour africaine qui a conclu que les dispositions du Code de la famille du Mali qui consacrent l'inégalité entre filles et garçons quant à l'accès à l'héritage ou l'âge du mariage par lequel c'est la question de l'égalité des sexes, si cruciale au développement humain qui est soulevée. Mesdames et messieurs, très distingués invités, je ne voudrais pas risquer de tenir un colloque avant le colloque, mais vous me permettrez de conclure mes propos en rappelant la pertinence de la présente rencontre qui va incontestablement se cristalliser autour du binaire défi et opportunité. À mon sens, les défis dont j'ai relevé certains plus haut sont indéniables, mais il faut déjà les identifier efficacement pour y formuler des solutions. En revanche, c'est surtout les succès et le potentiel de leur impact systémique qui fait germer l'espoir et qui devrait recevoir davantage d'intérêt et d'investissement. La Cour africaine a pour sa part enclenché depuis quelques années cette réflexion dualiste
entre les solutions aux défis et les investissements dans les potentiels de la justice africaine, notamment celle des droits de l'homme. Entre la publication de l'annuaire africain des droits de l'homme et le recueil de jurisprudence de la Cour africaine, la tenue tous les 2 ans d'un dialogue judiciaire continental réunissant les juridictions continentales, sous-régionales et nationales, l'initiative du Forum judiciaire interrégional entre les cours africaines, européennes et interaméricaines des droits de l'homme, la Cour africaine contribue à faire de l'efficacité dans la duplicité le slogan du projet de justice régionale porté par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je souhaite donc, et je n'ai pas le moindre doute à cet égard, que nos échanges découlent des solutions aux défis de cette justice régionale et des initiatives susceptibles de capitaliser sur les réalisations déjà engrangées par les cours tant au niveau continental que sous-régional. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président Auré, pour ce rapport introductif à notre colloque. Je donne la parole maintenant au professeur Maurice Kamga, qui est secrétaire de la Cour internationale de justice et professeur associé à l'Institut des relations internationales du Cameroun et à l'Université catholique de Lille. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, monsieur le professeur. En tant que diplomate des formations et des carrières, il m'est difficile de me départir du protocole comme l'a bien fait le président tout à l'heure. Madame la vice-doyenne de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, monsieur le représentant de la Fondation Konrad Adenauer en Tunisie, Excellence, monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères de la République tunisienne, Excellence, monsieur le représentant du ministre de la Justice, Excellence, madame la conseillère juridique de l'Union africaine, monsieur le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mesdames, messieurs les professeurs, chers invités, chers amis, chers étudiants, je suis particulièrement heureux et honoré de prendre la parole en ce jour devant un auditoire aussi impressionnant qu'intimidant. Je remercie sincèrement les organisateurs de ce colloque pour l'invitation qui m'a été adressée, une fois encore, pour venir dans cette magnifique ville de Tunis au fin de participer à un échange scientifique d'éminences grises africaines sur la question de la justice internationale sur le continent. Il m'a été demandé d'intervenir très brièvement à l'ouverture de nos travaux en axant mon propos essentiellement sur la Cour internationale de justice et l'Afrique. Vous me permettrez d'indiquer de prime abord que j'interviens ici non pas en tant que représentant de la Cour, mais beaucoup plus en tant que chercheur africain qui suit de très près l'évolution du droit et des institutions du continent. Revenant sur l'objet même de mon intervention, on pourrait légitimement se poser la question de savoir pourquoi l'on devrait épiloguer sur la Cour internationale de justice dans le cadre d'un colloque qui est consacré aux juridictions africaines. Cette question pourrait d'autant plus se justifier que l'on observe sur notre continent une tendance lourde vers une défiance par rapport aux institutions judiciaires universelles et un appel pressant à la primauté des institutions africaines dans le cadre du règlement pacifique des différends interétatiques sur le continent. S'agissant des institutions judiciaires universelles, je vais me permettre, pour une deuxième fois, de procéder à une petite clarification préalable. Il conviendrait ici de faire une distinction nette entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Bien que les deux cours soient basées à La Haye aux Pays-Bas, il est impératif de rappeler, surtout lorsqu'on s'adresse à un auditoire africain, que,
Alors que la Cour internationale de justice n'a compétence que pour trancher des différents ordres juridiques entre États, dont les différents interétatiques, la Cour pénale internationale a, quant à elle, compétence pour juger des personnes physiques dont la responsabilité pénale individuelle pourrait être engagée parce qu'elles auraient commis des crimes internationaux. Si l'on se focalise sur la Cour internationale de justice, il y a lieu de constater que, malgré les relations quelque peu tendues qu'elle a eues avec l'Afrique au cours de la décennie qui a suivi le soleil des indépendances sur le continent, cet organe judiciaire principal des Nations Unies a été et restera, à coup sûr, un important forum juridictionnel pour les États africains. En effet, l'Afrique a été et reste une importante pourvoyeuse d'affaires contentieuses devant la Cour. Elle a été également à l'initiative d'un certain nombre de demandes d'avis consultatifs devant la même institution. On peut relever, s'agissant d'affaires contentieuses, que l'Afrique ne dispose pas, jusqu'à nos jours, une instance judiciaire permanente devant laquelle les États du continent peuvent soumettre leurs différents ordres juridiques. La Cour de justice de l'Union africaine, dont la création est envisagée à l'article 5 de l'acte constitutif de l'organisation continentale, était censée être le pendant africain de la Cour internationale de justice. Dans la mesure où cette Cour de justice n'a pas été effectivement portée sur les fonds baptismaux, comme il a été rappelé tout à l'heure, la Cour internationale de justice reste donc l'unique juridiction interétatique à la disposition d'États africains en attendant la création effective de la Cour fusionnée au double ou au triple mandat qui disposera d'une section des affaires générales susceptible de jouer le rôle de la Cour internationale de justice sur le continent. Il conviendrait cependant de relever que la création de cette Cour africaine aux compétences élargies ne signera pas automatiquement un divorce entre l'Afrique et la Cour internationale de justice, et ceci pour 3 raisons au moins. Premièrement, les États du continent pourront toujours, pour une raison ou pour une autre, préférer soumettre leurs différends devant la Cour mondiale. Le choix d'un forum juridictionnel est, avant tout, un acte de souveraineté. Deuxièmement, un État africain ne pourrait attraire un État appartenant à un autre continent devant une juridiction africaine. On peut citer le cas de l'affaire pendante devant la Cour qui oppose la Guinée équatoriale, État africain, État demandeur en l'affaire, et la France, État défendeur et État européen. Donc, une telle affaire ne pourrait pas être soumise devant la Cour africaine. Troisièmement, des États africains peuvent avoir intérêt à ce qu'une demande d'avis consultatif soit soumise devant la Cour internationale de justice, comme ils l'ont fait récemment, avec un succès indéniable, sous la direction de Madame la conseillère juridique, au sujet de l'archipel des îles Chagos, resté sous domination coloniale britannique à l'indépendance de cette dernière, et resté sous domination coloniale britannique à l'indépendance de l'île Maurice, et revendiqué depuis lors par cette dernière. Il est évident que des États africains ne pouvaient pas demander un tel avis consultatif à une Cour africaine, dans la mesure où son impact serait, sinon très limité, certainement quasi nul. L'avis qu'a donné la Cour récemment est d'autant plus important pour l'Afrique qu'il s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies, organe principal de l'Organisation mondiale qui est essentiellement compétent en matière de décolonisation. On peut donc dire que la relation, parfois passionnelle,
entre l'Afrique et la Cour internationale de justice n'est pas encore au bord de la rupture. Une analyse ou une réforme des institutions judiciaires continentales ne devrait donc pas perdre de vue le rôle, même résiduel, que continuera de jouer la Cour internationale de justice dans le cadre de la justice internationale en Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons ainsi au terme de cette première séance qui, comme vous venez de le constater, n'a pas été strictement protocolaire, m'a été substantielle. Et donc, vous avez tous mérité, nous avons mérité une pause café d'une quinzaine de minutes. Nous avons déjà accumulé du retard, donc nous sommes obligés d'abréger la pause café. Je vous invite à rejoindre la salle, s'il vous plaît, sans rappel, à 10h45. Merci beaucoup.